On va attaquer cette dernière table ronde, un atelier débat qui va clore la matinée d'atelier. Alors le thème, je vous le lis tel qu'il est écrit sur le programme. Certains d'entre vous vont peut-être sursauter. C'est qu'apporte l'architecture et l'urbanisme méditerranéen au projet urbain au pluriel. Alors depuis Braudel, on sait que la Méditerranée, c'est pas qu'une mer, c'est aussi un territoire, une identité, une communauté, une histoire surtout. Et c'est aussi une architecture et un urbanisme. Alors, je vais peut-être donner la parole en premier à Frédéric Roustan. Je sais qu'il ne voulait pas ouvrir le bal, mais vous êtes un peu obligé, après avoir fait le tour de tout le monde et vous avoir eu les uns et les autres au téléphone, vous êtes quand même le mieux placé pour planter le décor. Alors, Frédéric Roustan, vous êtes directeur d'études à l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, plus connue sous l'acronyme AGAM. Vous travaillez sur un ouvrage sur l'histoire de l'urbanisme en Méditerranée, sur les problématiques d'aménagement urbain en Méditerranée. Et cet ouvrage va paraître bientôt, je crois, hein, il est en cours de... Vous pouvez nous en parler? Oui, alors justement, ce n'est pas l'histoire de l'urbanisme méditerranéen, c'est une question qui m'a été posée sur savoir s'il y avait un urbanisme méditerranéen. La réponse est Oui, il existe. Et bien près du micro. au-delà du territoire que l'on imagine, on n'entend pas. Oui, il existe, et au-delà d'un territoire qu'on imagine, celui de la Méditerranée uniquement, il s'est avéré que dans ma recherche, rien n'a été écrit sur cette notion d'urbanisme méditerranéen. Beaucoup de choses ont été écrites sur l'urbanisme de la Méditerranée, mais est-ce qu'il existe un urbanisme méditerranéen qui crée une sorte de fil conducteur sur l'ensemble des choses qui ont pu être construites, des villes qui ont été construites en Méditerranée? Rien n'a vraiment été écrit. Donc c'est vrai que c'est un travail qui a été obligé de regarder l'histoire, bien évidemment, depuis les premières villes, mais qui parle aussi de sociologie, parce qu'on ne peut pas parler de grands principes urbains sans parler d'une spécificité méditerranéenne qui est le génie du lieu. On peut dessiner la plus belle ville si on ne laisse pas ces populations y vivre de la façon la plus libre possible en termes d'expression. Déjà, on perd, je dirais, 50% de ce qui fait la ville méditerranéenne. Quels sont les invariants justement que vous avez mis au jour, identifiés? Alors les invariants, c'est, on a eu, je dirais, deux grands mouvements de pensée urbaine. C'est, même si la naissance des villes se passe en Mésopotamie, la large diffusion qui se fait à partir des Phéniciens et surtout des Gréco-Romains, puisque je dirais la seule civilisation qui ait vraiment fait l'union méditerranéenne et même une union européenne, c'est bien les Romains, et qui ont diffusé largement, je dirais, un système de pensée de la ville. Et au VIe siècle apparaît avec la religion musulmane une autre façon de penser la ville qui est le système arabo-ottoman, qui se différencie particulièrement par l'espace public. Le système gréco-romain érige l'espace public comme un incontournable. L'arabo-ottoman, l'espace public n'existe pas, c'est la mosquée. Et dans la mesure où la loi est divine, il n'y a pas besoin d'avoir de lieu de manifestation, de discussion ou d'échange. Ce qui est différent chez les gréco-romains, puisque l'agora ou le forum sont bien des lieux où l'on discute de la loi. Et c'est là que la ville s'organise autour de tout ça. Voilà. Et puis, à travers le temps, ensuite, il y a les guerres qui vont durer du 5e siècle avec l'effondrement de l'Empire romain jusqu'au 15e, qui vont inventer, je dirais, une autre façon de penser l'urbanisme, qui sont les villes-refuges. Mais au 15e siècle, 14-15e siècle, avec Quattrocento, on reprend les principes romains, enfin gréco-romains, qui vont être confirmés au baroque, puis au 19e. Et aujourd'hui, on continue, je dirais, à penser la ville d'une certaine façon, méditerranéenne. Et oui, voilà. Merci. Et alors, on est en train de penser la ville d'une façon méditerranéenne, mais je crois qu'on en a oublié aussi
les grands principes. C'est-à-dire qu'on a des réflexes. Je pense qu'à travers ma recherche, ce que j'ai pu constater, c'est que l'homme, depuis qu'il est sorti de la caverne, a une vision très autonormée de l'espace. Mais lorsqu'on regarde la ville à la fois gréco-romaine ou à la fois arabo-ottomane, il y a des grands principes méditerranéens qui sont malheureusement aujourd'hui un peu oubliés. Au climat. Ben, entre autres, je dirais l'orientation de la ville ou du quartier par rapport au climat. Si je vous prends 2 exemples, je vous prends Alexandrie et je vous prends Marseille. Alexandrie, qui a été la plus grande ville grecque, ils avaient orienté la ville par rapport au vent dominant pour générer, je dirais, une ventilation naturelle, donc la clim avant l'heure. À Marseille, c'est une façon différente. On s'oriente de façon à avoir le maximum de soleil, mais on se protège du vent. Donc chaque fois, il y a une adaptation particulière par rapport au climat. Et ça, c'est une des constantes, le premier maillon, je dirais, de la constitution de la ville méditerranéenne. D'accord. Alors c'est une démarche que l'association, le pôle Envirobat Bâtiment Durable Méditerranéen essaye de pérenniser à travers 2 démarches. On a à côté de M. Roustan donc Christiane Mars, qui est vice-présidente du pôle Envirobat BDM, qui est connu sous son acronyme. Donc BDM, vous m'avez dit, c'est pas un label, c'est une démarche. Alors il y a quand même 2 labels. Il y a le label donc BDM que les architectes et constructeurs d'ici connaissent, qui commence à être assez populaire chez les maîtres d'ouvrage publics et privés. Et puis il est plus récent, je l'appelle label, mais vous allez me reprendre, le référentiel Quartier durable méditerranéen, QDM, donc qui essaye d'inscrire à chaque fois les problématiques d'aménagement dans un territoire, dans un climat, avec une réflexion plus globale. QDM, non pas uniquement à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle d'un quartier, d'un îlot, d'une ZAC. Vous pouvez nous en parler, Madame Mars ? Oui. Eh bien, oui, on est très, très content en fait du démarrage de QDM, Quartier durable méditerranéen. On y pensait bien entendu dès le départ, mais il fallait aussi mettre en route le référentiel BDM pour arriver à QDM plus largement sur un travail sur le quartier. Et je vais vous reprendre un tout petit peu. C'est pas forcément sur des échelles très importantes, puisque on a dans l'objectif de travailler sur toutes ces notions de quartier, tout ce qui fait quartier. Et ça peut être à la fois une ZAC, ça peut être le quartier Chalucé, par exemple, à Toulon, qui est en plein cœur de ville, et c'est dans une métropole, ou le projet de la ZAC Joly à Avignon dont on parlait tout à l'heure, de Bel-Air et Joly. Mais c'est aussi l'écoquartier de Volonne, un petit village de 1500 habitants. Ça peut être un hameau en montagne. Oui, ça va des métropoles au hameau, quoi. Exactement, c'est-à-dire cette notion de ce qui fait quartier. Et ce que vous avez présenté à l'instant, c'est bien comment vivent les gens et comment on va réussir à développer un aménagement qui va être porté par des concepteurs, par des élus et après par des gens qui vont y vivre, et pas seulement après d'ailleurs, parallèlement à ça, avec des gens qui vont y vivre. Donc l'idée est à la fois d'associer tous les aspects vertueux de ce qu'on a développé avec Bâtiment durable méditerranéen, mais à l'échelle de ce fameux quartier. Voilà. Et je vais vous titiller, est-ce que méditerranéen et durable, c'est pas de l'ordre du pléonasme en matière d'aménagement ? Si, mais en même temps, c'est des notions... il faut y revenir. C'est-à-dire que peut-être... Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment déjà les Romains ou les Grecs pouvaient travailler avec l'environnement, avec le vent, comment on construisait la ville. Et petit à petit, avec beaucoup de contraintes qu'on a pu connaître du développement de nos villes dans ces dernières décennies,
On a pu l'oublier et aujourd'hui, c'est complètement essentiel avec le changement climatique. Et il faut revenir à des fondamentaux et surtout les mettre en œuvre sérieusement. D'accord. Je vais céder la parole, passer la parole à Monsieur Bruno Benembarek, qui est à côté de Frédéric Constant. Alors, vous êtes directeur des projets, je précise des projets au pluriel, de l'établissement public d'aménagement Éco-Vallée Plaine du Var, sur la métropole niçoise. Donc, vous êtes aménageur. Tout à fait. Et justement, et vous partez d'une zone qui mêle à la fois de la friche agricole, des espaces vierges, et on part d'une table rase que vous êtes en train d'aménager. Donc, comment vous appréhendez cette problématique d'adaptation, d'inscription dans un territoire, dans un climat, dans une histoire? Comment vous faites dans les cahiers des charges avec les promoteurs, les concepteurs, pour donner de la Méditerranée? Tout à fait. J'ai préparé quelques diapos pour illustrer mon propos. Je ne vais pas vous parler plus du projet de l'Éco-Vallée parce que je vous invite à venir nous écouter en début d'après-midi. Écoutez mon collègue qui vous présentera notre projet. Par contre, je vais vous reprendre légèrement. On ne part pas d'une table rase. Un site, il a une histoire. Il a une histoire qui peut être une histoire agricole, une histoire paysagère, un environnement. Donc on ne part jamais d'une table rase. Et les maîtres d'œuvre urbains, les urbanistes que l'on fait travailler, on leur demande, et ils le font de toute façon naturellement, de s'imprégner de ce site, s'imprégner de son environnement, de son histoire, et de ne, bien sûr, même si on crée de la ville, et nos projets ont vocation à créer de la ville, à créer de la densité, à amener de la mixité de population, d'activités. Donc le projet que vous avez là, par exemple, est une ZAC Nice Méridia avec Christian De Villers comme maître d'œuvre urbain. C'est un projet où on amène de la mixité. Où est-ce que ça se situe? Donc ça se situe dans l'Éco-Vallée, dans l'axe qui, pour ceux qui connaissent Nice, qui va de l'aéroport jusqu'au stade, dans un prolongement de quartiers existants qui sont tous de nature hétérogène. On a dans l'environnement à la fois un quartier de renouvellement urbain, des zones d'habitation diffuses, des projets un peu diffus également d'immeubles collectifs, sans couture, sans cohérence d'ensemble. L'objectif, c'est de créer de la cohérence, de créer de la ville et bien sûr de créer de l'espace public et d'amener de nouvelles fonctions et des habitants et des usagers. Et en s'interrogeant bien sûr sur l'utilisation, l'usage. C'est un élément qui est très important pour nous. À la fois dans le dessin tel qu'il est, on essaie quand même de partir du maillage existant, mais on essaie aussi de créer des espaces qui sont des espaces publics, des espaces verts, des jardins, qui sont le prolongement des vallons qui descendent des coteaux. Donc là aussi, comme je disais, on part du site. Vraiment, on essaie quand même de s'en inspirer. Et puis on crée, et puis bien sûr, la traduction aussi, on a vocation à créer de l'espace public. Et c'est à travers, c'est le travail dans l'espace public où là, on est vraiment on essaye de s'inspirer de la ville méditerranéenne. Bien sûr qu'on crée quelque chose de nouveau, mais il y a une inspiration derrière. Et Christian De Villers s'est inspiré quand même de la ville, du centre-ville de Nice, de la ville niçoise, de la ville méditerranéenne, dans les espaces qu'il a dessinés, à la fois au travers des places donc qui sont développées, qui sont des lieux de rencontre, des lieux qui peuvent avoir plusieurs usages dans la semaine, qui peuvent servir un jour de place de marché, qui peuvent un autre jour être dévolus aux terrasses de café ou de restaurants, ou qui peuvent être aussi des lieux d'événements culturels ou d'animation. Et des espaces aussi où on doit prendre en compte le climat, notamment le confort d'été, qui est quelque chose qui est essentiel dans nos villes. Et c'est pour ça qu'on développe, même si on développe de l'espace vert autour, on crée aussi des espaces ombragés où on essaye quand même d'amener un certain confort d'usage. Et on crée aussi, il y a la place de l'eau qui est laissée très importante avec des points d'eau qu'on essaie de développer à travers des fontaines ou des systèmes aussi un
peu innovant qu'on essaye d'expérimenter, de rafraîchissement de l'espace public pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc tout ça, c'est un objectif vraiment que l'on se donne. Et puis la place de l'eau aussi dans les parcs. Je voyais ce matin le projet de l'EAI qui est présenté par nos collègues de Montpellier. On est là aussi dans cet esprit d'avoir des parcs qui servent aussi d'espace de rétention pour les eaux pluviales, parce que le risque hydrologique est très fort, hydraulique est très fort dans nos villes. Donc c'est pour ça qu'il faut créer des espaces pour y lutter, mais en même temps utiliser la contrainte comme un atout. Et là aussi, on utilise aussi ces espaces comme rétention, comme espace également de vie, et pour les usagers du quartier. Et sur le plan de l'architecture, De Villers, lui, a fait le schéma d'urbanisme de cette ZAC-là, parce qu'il y en a d'autres. Comment vous évitez de tomber dans le travers du côté expo universel que maintenant les grands projets d'aménagement urbain, c'est à qui aura sa plus belle tour, sa plus belle signature, avec un côté territorial en fait de tous ces projets qui finissent par qu'on voit sortir sur le front de mer marseillais, on pourrait les construire à Francfort, à Bruxelles. Elles ne seraient peut-être pas de la même couleur, mais elles auraient en tout cas la même forme. Vous parliez du cahier des charges, oui, c'est le cahier des charges. C'est-à-dire qu'on procède par des consultations de promoteurs. Donc là, vous avez des exemples de projets. Un exemple de projet, des projets de mixte. Vous avez en haut à gauche un projet de bureau à Nice, développé par le promoteur Pitch avec Léné Roussel comme architecte. Vous avez un autre projet de bureau en bas à droite qui sera évoqué cet après-midi, qui est le Palazzo, avec Nexity Wood et Architecture Studio, projet en ossature bois. Il y a du bois là. Et une ossature bois, oui. Et un projet de logement avec les promoteurs Amétis et Ideum, qui est un projet de logement avec de la hauteur, puisqu'on est sur 16 étages. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on peut écrire un cahier des charges, mais on insiste surtout, nous, sur nos intentions, nos objectifs, c'est que l'on attend. On ne veut pas être trop prescriptif non plus. On attend quand même une cohérence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas en effet faire un amoncellement d'objets architecturaux. On veut qu'il y ait une cohérence, on veut qu'il y ait un dialogue entre les bâtiments et qu'il y ait un esprit. Mais on veut aussi laisser des propositions aux promoteurs. Et je pense que l'urbanisme, l'aménagement se fait de plus en plus de cette manière-là, par des échanges. Et on travaille beaucoup dans cette coordination-là. Et c'est pour ça que les projets qui sont présentés, par exemple les bureaux de Pitch ou même du Palazzo, développent vraiment des espaces extérieurs très importants. Et l'esprit, c'est vraiment que... Et vous avez une illustration aussi des logements dessinés par Jean Nouvel, c'est-à-dire que, par exemple, la terrasse est le prolongement de la pièce à vivre. Ce n'est pas une annexe juste. Et puis, il y a aussi la volonté de créer... Logement traversant, chaque fois. Logement traversant. Donc, tous les projets, tous les logements sont traversants. Là aussi, c'est le promoteur qui est venu avec c'est l'architecte qui l'a voulu. C'est-à-dire qu'il a pris en compte, il a orienté son bâtiment, même le cahier des charges au départ ne prévoyait pas cette orientation. Il a proposé une autre orientation est-ouest pour amener justement une ventilation naturelle des logements. Bon, là, c'est une idée qui est venue du projet. Nous, on avait des intentions en effet de prise en compte de cette ventilation naturelle. Il y a une idée qui est venue en face et on la capte. Et c'est dans cet esprit-là qu'on essaye de travailler. Voilà, donc c'est un peu, voilà, on part d'une intention, une cohérence, et puis après une réponse qui correspond à nos attentes et que on travaille bien sûr conjointement avec le promoteur dessus. Alors, on va passer la parole à Alfred Peter qui intervient donc sur le territoire. Vous avez un micro devant vous, Monsieur Peter. Normalement, celui qui est là doit marcher aussi. Vous intervenez donc sur donc vous êtes paysagiste. Je pense que tout le monde vous connaît dans la salle. Vous avez travaillé notamment à Marseille là, sur la Porte d'Aix, la place qui vient d'être requalifiée autour de l'Arc de Triomphe, donc espace méditerranéen, qui n'était pas trop auparavant, mais était plutôt le règne du voiturbanisme des années 60-70, qui respire de nouveau. Mais donc vous intervenez sur l'éco-vallée de la Plaine du Var, à Saint-Janet, village carte postale, où vous allez développer un projet donc de ZAC avec 400 à 500 logements accrochés dans la pente, dans les coteaux, avec un système assez particulier de desserte. Les gens laisseront les voitures en bas, accéderont au quartier via des systèmes assez innovants. Vous pouvez nous en parler? Ou pas? Si, bien sûr, je suis là même pour ça. Donc, j'espère.
voyez, quand vous regardez cette image, on n'a pas trop de doute où on est, quoi. Ni en Alsace, ni en Normandie. On n'a pas besoin de mettre le nom du village pour être sûr qu'on est sur un paysage méditerranéen. On n'est pas vraiment dans la vallée, là, on est au-dessus. Hein. Non, justement, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on revient un peu aux questions fondamentales dans ce retour en force du durable. On redécouvre aussi qu'au fond, quand on regarde les gens, comment ils s'installaient dans ce paysage, ils ne s'installaient pas au fond, tout simplement parce que le Var probablement était un fleuve extrêmement violent et dangereux, et que c'est la canalisation et ce qui a permis progressivement d'occuper le fond de vallée, quoi. Mais au départ, il y a quand même cette notion de danger qu'on redécouvre aussi aujourd'hui, que l'eau est pas simplement un phénomène maîtrisable. Et sur la Côte d'Azur, l'an dernier. On le sent pratiquement sur toute la côte, mais on le sent aussi sur la côte atlantique. Hein. Donc c'est un retour en force de ces éléments qui forcément ont quelques incidences sur la manière de penser le projet urbain du XXIe siècle. Donc, simplement pour dire que sur Saint-Jeannet, cette question de l'identité, puisqu'on intervient dans un atelier sur l'urbanisme méditerranéen, l'identité au départ, elle est donnée, le modèle est clair, pas trop brouillé. C'est vrai que là, on a fait une focale très recadrée sur le vieux village. Ça évite de voir le n'importe quoi qui s'est quand même installé tout autour, quoi, dans une espèce d'étalement complètement, je trouve, assez indécent. Mais c'est vrai que le modèle existe toujours et le modèle est intact. Et ce modèle, il dit quoi? C'est exactement comme à Alexandrie, c'est que pour se protéger de la chaleur, il vaut mieux se resserrer, fabriquer une sorte de frigidaire qui se ventile lui-même, que la pente, elle ne permet pas d'accéder en voiture à ce village. C'est tout bête. Mais donc il y a un parking, vous le voyez en premier plan, qui on ne se pose pas la question de savoir si on va accéder à son logement. C'est juste pas possible. Au fond, voilà 2-3 principes qui me sont learning from Saint-Jeannet, qu'on a simplement essayé de transposer dans un projet moderne. On peut peut-être passer à l'image suivante. Là, c'est moi qui dois avancer. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai que quand vous êtes dans un terrain en pente, finalement, pour faire de l'architecture, c'est quand même la situation rêvée. C'est beaucoup plus difficile d'intervenir en fond de vallée, mais une pente de 30% sur un modèle qui est tout à fait éternel, qui est mon toit, c'est ta terrasse, on peut construire un système qui est totalement imbriqué dans ce relief que j'ai appelé une forme d'urbanisme de restanque augmentée. C'est-à-dire qu'en fond, le bâtiment n'est qu'une restanque avec un appartement derrière. Et cette idée, elle ne fonctionne évidemment que si on n'est pas dans un système où c'est la route qui dessine le projet. Et c'est la route et le garage qui est sous le logement. Donc c'est vrai que ça a créé quelques crispations, parce que tellement le modèle, aujourd'hui, un logement est forcément desservi par que dit les le PLU voitures, et que la voiture, de préférence, elle est sous le logement. Évidemment, si on fait ça, je pense qu'il faut oublier le modèle qu'on a juste au-dessus avec le vieux village. Donc, au fond, voilà, on a pris cette option, mais sans non plus essayer d'être trop radical dans notre façon. On n'est pas à Fribourg, dans les écoquartiers allemands, etc., où on peut aller beaucoup plus loin sur cette question. On est en Méditerranée. On est bien ancré dans le système de planification méditerranéen. Je me suis confronté plusieurs fois à cette question à Cagnes. Ça n'a pas trop mal marché. Sur la Porte d'Aix, c'est vrai que Porte d'Aix, c'est quand même le bout de l'autoroute du Sud, quoi, d'abord. Donc, raccourcir l'autoroute du Sud, ça n'a pas été une mince affaire. Et puis, là, sur ce projet, on essaye simplement de dire, mais la voiture, on va la laisser en bas, comme on le fait dans le vieux village, quoi, dans un parking collectif. Et après, pour que les mamans, les handicapés, et puis finalement l'ensemble des habitants, on a
repris ce principe d'un ascenseur, sauf qu'au lieu d'être vertical dans un bâtiment, il est incliné, il permet par estanque successivement de desservir l'ensemble des logements. Il y en a un ou il y en a plusieurs? Il y en a deux qui permettent de... Sachant que pour une personne qui normalement constituée, je pense que c'est une punition de prendre l'ascenseur compte tenu de cette vue qu'on a et qu'on peut très bien descendre à pied ou monter à pied. Descendre, dans oui, à le monter. vieux village, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a combien de marches d'escalier? Il y a une dénivelée qui est de l'ordre de 200 mètres, ce qui n'est pas si énorme que ça quand on va jusqu'au fond de la vallée. Donc c'est une... Après, les gens vont chez le médecin ou ils vont dans les salles de sport, quoi. Donc autant qu'ils marchent un peu dans des paysages qui sont pensés pour ça, quoi. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est que au fond, qu'une fois qu'on a posé cette question de la non-dépendance d'un plan par rapport aux infrastructures, qui est une forme d'intoxication pour moi, il y a la question du logement lui-même. Quand on travaille de façon simple, vous voyez, ça c'est ma vision du logement de Saint-Genès, quoi, que peut-être le villageois dans le logement traditionnel dans le village traditionnel n'aura pas. Et ça, ce sera le privilège quand même apporter un plus, quoi, par rapport en 3 siècles, on a quand même un peu avancé sur pas mal de sujets, et de dire, mais finalement, chaque logement, il a ça. C'est-à-dire que, en fait, la seule façade qui est visible du projet, ce n'est pas une façade, c'est une vitre qui ouvre plein est sur ce grand territoire, sur un logement dont on a essayé de faire un projet raisonnable en termes de coût de départ, en termes d'infrastructure, pour pouvoir mettre cet argent dans la taille et dans la qualité du logement. Voilà, c'est un peu mon QDM pour Saint-Genès. Les espaces publics, une petite question sur les espaces publics au milieu de... Parce que là, c'est compliqué, là, on est dans la pente. Donc, en dehors de la trame des escaliers et des 2 ascenseurs, est-ce qu'il y a des places intermédiaires dans la restanque ou chaque restanque est un petit espace public. Ce n'est pas une place traditionnelle, ça n'a pas de sens dans ce projet. Mais par contre, c'est une façon d'avoir un espace collectif. Ça restera un quartier résidentiel avec peu ou pas de commerce. Il y aura peut-être 1 ou 2 restaurants qui vont s'installer. Mais voilà, c'est d'abord, un peu comme sur le modèle des cités-jardins, il y avait toujours ces espaces entre les espaces privés qui font que ce n'est pas un lotissement, c'est-à-dire que ce n'est pas étanche. Vous pouvez traverser à peu près le quartier à chaque strate, et chaque espace intermédiaire aboutit sur 2 ruisseaux de part et d'autre qui, eux, seront retraités pour permettre de descendre sur la poche de parking. On en est où là de la mise en œuvre de ce projet, là, Monsieur Benhambarak? Normalement, ils sont tous branchés. Oui, ils sont branchés, oui, c'est bon. On est au démarrage des études, c'est une ZAC. Nos aménagements se font presque essentiellement dans le cadre de ZAC. Donc une ZAC qui est prévue d'être créée à l'automne. On est en phase, on termine juste la phase de concertation et d'études d'impact, puisqu'on est sur des sites avec partout, on a de toute façon des sites paysagers avec une grande richesse de faune et de flore à prendre en compte, à préserver, à protéger ou parfois à déplacer. Donc on prend le temps de ces études qui sont essentielles. Il y aura plusieurs appels à projets pour... On est en train d'y réfléchir, oui. Là aussi, nous, l'objectif, c'est que le mode de consultation des opérateurs soit adapté à notre attente. Comme Alfred Peter le disait, on n'est pas sur un modèle de quartier habituel où on a l'espace public, l'espace privé. On est sur du semi-public, semi-privé, où l'objectif, c'est qu'on ait un mode de consultation qui corresponde à la qualité que l'on veut. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce projet, c'est qu'au départ, nous, on n'avait pas dans le cahier des charges inscrit cette idée-là. Et on avait inscrit là aussi, comme je disais tout à l'heure, des objectifs, des attentes.
Et derrière, c'est l'équipe d'urbanistes qui... Et est-ce qu'il y aura des logements sociaux? Oui, tous Évidemment. nos projets ont vocation à répondre à un fort besoin de logements sociaux, de logements locatifs sociaux sur le secteur, puisqu'on est presque essentiellement sur des communes carencées. Donc on crée 30 à 35% de logements locatifs sociaux sur toutes nos opérations. Justement, pour nous parler de ce sujet des logements sociaux, et vous avez à côté de vous Philippe Oliviero, directeur, donc vous êtes directeur de l'association régionale des HLM de PACA et de Corse. Jamais oublié la Corse. Comment les maîtres d'ouvrage sociaux appréhendent ces enjeux d'inscription dans leur territoire, alors que les enjeux économiques, des engagements de l'État sur le financement du logement social, une volonté politique un peu chancelante ici de construire du logement social. Donc comment on appréhende, quand on est bailleur social, ces enjeux méditerranéens? Alors, on se posait la question tout à l'heure de savoir si méditerranéen et durable, c'était plus ou moins un pléonasme. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'un maître d'ouvrage social, lui, il s'inscrit dans la longue durée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va être dans le domaine locatif propriétaire des ensembles immobiliers qu'il aura construits et donc est propriétaire pour la longue, voire la très longue durée. Il a donc tout intérêt à ce qu'il y ait des qualités non seulement architecturales, mais aussi techniques, environnementales, maximales pour le bâti. Et puis, il va être aussi bailleur, avec une clientèle locataire qui, par construction, est au minimum modeste, voire modeste, ou défavorisée, ou qui peut cumuler des difficultés. Donc, de ce point de vue, il a tout intérêt également à ce que les qualités intrinsèques du bâti permettent de limiter les charges, permettent de faciliter l'usage, permettent la durabilité. Et donc, quand on dit ça, en fait, on énonce déjà la façon dont on va aborder la programmation du logement, les équipements du logement, la façon de s'en servir, la façon d'anticiper. Ça, c'est des problématiques qu'on a dans toutes les zones tendues. Non, mais là, tendu, pas tendu, on parle d'architecture et de Méditerranée. Oui, justement. Donc, c'est plutôt pour dire que la question architecture n'est pas abordée seulement sur les aspects formels, mais abordée de façon beaucoup plus globale en termes de qualité environnementale du bâti et que notre vocation par nature s'inscrivant dans la durée nous conduit à avoir ce type de réflexion et à s'inscrire en complémentarité de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est plus l'amont, c'est-à-dire l'urbanisme, la programmation, l'aménagement. Nous, on intervient un petit peu dans l'aménagement, mais je dirais plus sur de l'aménagement tertiaire que sur des choses un peu stratégiques en matière d'urbanisme. Et en revanche, il nous reste à jouer pleinement notre rôle de promoteur et à le jouer avec une logique qui est peut-être un petit peu différente de celle de nos amis de la promotion privée, parce que tout simplement, effectivement, nous avons derrière, et c'est vrai aussi quand on fait de l'accession, parce que lorsqu'on fait de l'accession, on vend certes à des accédants à la propriété, mais bien souvent, on est également syndic derrière, où de toute façon, on a des garanties spécifiques au logement social qui font qu'on a tout intérêt, effectivement, à ce qu'on ait les mêmes qualités intrinsèques produites que pour la location. Ce qui posera peut-être la question, si c'est là qu'on veut m'amener, de savoir si dans une région où depuis déjà plusieurs années, la moitié des logements sociaux agréés sont produits par les promoteurs privés, les produits sont comparables. Merci de vous poser vous-même la question. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est... Et effectivement, on n'a pas encore tout à fait la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'avoir recours à ce qu'il est convenu d'appeler la VEFA, on est dans un public de professionnels, c'est-à-dire d'acheter une partie de la production des promoteurs privés pour les faire agréer en tant que logements sociaux. Ça a permis, au-delà de la capacité propre de maîtrise d'ouvrage du mouvement HLM, de doubler, j'allais dire, la production en quelques années. Est-ce que pour autant on trouve les mêmes qualités intrinsèques? J'allais dire que sur l'aspect formel, vu de loin, aujourd'hui, il n'y a plus grande différence
entre la promotion privée et la promotion sociale. Sur la qualité environnementale du bâti, nous avons engagé depuis plus de 5 ans une étude systématique avec la cellule économique régionale sur la base d'une grille qui avait été travaillée avec Bâtiments durables méditerranéens, une étude systématique de tous les permis de construire déposés en maîtrise d'ouvrage directe par les organismes HLM, donc de 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. On a 10 000 logements neufs qui ont été passés au tamis de cette grille qui va de l'amont sur l'implantation des bâtiments jusqu'à l'aval, le confort d'usage, le chantier vert. Enfin bon, c'est complet, aussi complet que BDM peut le faire. Et les résultats en sont tout à fait satisfaisants. Et à chaque réunion du bureau de la cellule économique régionale, je propose, puisque nous avons aussi des représentants de la promotion privée au bureau, je leur propose de faire la même étude et de passer au même tamis leur production. Ils sont encore un peu hésitants, mais je crois qu'ils vont y venir quand même. Et je pense que l'écart ne sera pas forcément énorme. Mais quand même, voilà, on a une approche qui est peut-être... Et un logement social méditerranéen, si on devait le définir en... Il y a une époque où on parlait beaucoup de néo. Hein. On a eu beaucoup de néo-provençal à une époque. Je ne suis pas sûr que c'était très méditerranéen. Je crois plus aux qualités d'usage, à l'orientation, à l'exploitation du vent, de l'ombre, de la lumière, du soleil, à toutes ces qualités traditionnelles et qu'on a bien du mal aujourd'hui à exploiter au mieux parce qu'on est à un tel niveau de perfection technique et de sophistication que certaines solutions rustiques qui, au bout du compte, produiraient peut-être des effets au moins aussi efficaces que des équipements techniques très sophistiqués que les gens ont parfois du mal à s'approprier, sont réglementairement un peu interdites. Donc je crois qu'il faut garder tout le bon sens qu'on peut avoir et tout ce que l'histoire peut nous apprendre, et puis céder, parce qu'on ne peut pas faire autrement, aux contraintes réglementaires, d'autant plus qu'on est parmi les plus contrôlés, donc on sait que nous, on est vertueux sous la contrainte, et qu'on est très contraint. Mais c'est vrai qu'il faut garder, je pense, cet esprit. Et il faut aussi penser que, enfin en tout cas c'est ma conviction, après des décennies dans ce métier, quand j'ai commencé on parlait d'architecture domestique pour le logement, ça rappellera peut-être, ah ben elle est plus là, ça rappellera peut-être des choses à certains vieux complices. C'est-à-dire que de mon point de vue, l'architecture du logement et du logement social en particulier n'est pas une architecture qui doit commander la ville. Il y a bien d'autres choses qui doivent commander l'urbanisme et la ville, et c'est plutôt, sauf exception, une architecture d'accompagnement. Et donc une architecture de modestie et de simplicité. Et je pense qu'il faut garder ça bien présent à l'esprit. Et la modestie et la simplicité, ça existe aussi en Méditerranée. Absolument. Et la parole, justement, la parole, je vous la donne. Vous l'avez pour 5-10 minutes, puisqu'on a déjà débordé. Donc s'il y a des questions, levez la main. Je ne vous vois pas bien, moi. J'ai le soleil dans les yeux. Madame au milieu. Bonjour, oui, c'est allumé. Je me posais une question en vous écoutant. On parle d'architecture et d'urbanisme méditerranéen. Vous pouvez vous présenter. C'était l'objet, me semble-t-il, du débat, enfin de l'échange. Je me posais la question plutôt, est-ce qu'il n'y aurait pas un paysage urbain méditerranéen ? C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'architecture et d'urbanisme, ça renvoie pour moi à une question formelle, de forme urbaine, de design architecture, de différents immeubles, de design architectural. Alors, est-ce que la ville méditerranéenne, au-delà de ça, c'est pas au-delà de ça des questions de d'ambiance, ambiance sonore? Est-ce que la ville méditerranéenne n'est pas par opposition à d'autres villes, la ville peut-être du bruit? Est-ce que la ville méditerranéenne n'est pas la ville peut-être des odeurs, du langage, des rythmes diurnes et nocturnes? Également la question un petit peu de la relation avec l'arrière-pays. Méditerranée, c'est la façade maritime. On est un petit peu peut-être souvent cul-de-sac. Comment construire la relation à l'arrière-pays? Comment cela se formalise, se concrétise sur le territoire? Également, est-ce qu'il y a une participation habitante dans le renouvellement, la construction de la ville, qui sera un peu différenciée par ailleurs
par rapport à d'autres paysages urbains. Voilà, c'est un petit peu ces questions au-delà de la forme et de l'architecture que je voulais un petit peu poser aux intervenants. Est-ce que poser la question en termes uniquement d'architecture et de forme urbaine, est-ce que ce ne serait pas un petit peu éludé comment également les Méditerranéens vivent la ville et au-delà la ville dans leur territoire? Frédéric Roustan ou Mars, les Méditerranéens donc, parlent fort, et donc la ville est bruyante et les villages sont bruyants. Et surtout, ils parlent dehors, donc Ils parlent la nuit. ils parlent la et nuit, jouent aux oui, parce qu'il boules fait, et il fait ils font chaud. griller des Voilà. sardines. Alors, Oui. c'est une réalité, c'est Ouais. peut-être un peu aussi des clichés, mais bon, Non, mais entre pastiche et pastis. oui, mais la ville, c'est tout ça. C'est surtout pas qu'un problème de formalisme. Donc, je crois qu'il faut re-questionner absolument tous ces facteurs-là, les facteurs sociaux, les facteurs. Enfin, de l'aménagement, ce n'est pas qu'une question de formalisme. Et je crois que quand on parle d'aménagement durable, ça veut dire qu'on parle de tout ça, la gestion même du projet. De savoir comment on va faire la ville ensemble. Il y a des habitants, il y a encore une fois des élus, il y a des techniciens, il y a des concepteurs. La ville, le quartier, il va être fait sur une échelle de temps aussi qui est importante. La biodiversité, c'est un élément complètement essentiel, savoir prendre en compte le contexte. En fait, bien sûr, c'est la notion du contexte, de tous les patrimoines bâtis, paysagers. Et c'est la richesse du projet, sa complexité, mais c'est ce qui fait le quartier et la ville. Mais vous avez raison, c'est bien toutes ces données-là. Et après, savoir que la ville est bruyante, certes, mais le confort acoustique, c'est quelque chose aussi de très très important qu'on peut penser et qu'on peut mesurer. Et il faut aussi y travailler. Les odeurs, il y en a des bonnes et des mauvaises. C'est aussi la question des déchets, comment on travaille sur les déchets du chantier, mais les déchets aussi ménagers après qu'on va faire. Et comment faire participer les gens sur tout ça. Enfin, c'est toute cette complexité-là. Si on veut vraiment élargir le spectre, effectivement, il y a aussi les problématiques d'accès à l'eau, notamment sur la rive sud. Dans beaucoup de villes, c'est parfois un enjeu de conflit aussi, conflit pas simplement par la parole. Donc il y a, effectivement, en 45 minutes, on a un peu de mal à écluser tous les sujets. Frédéric Roustan, ou... Oui, au-delà du bruit, c'était le préambule un peu à ma présentation tout à l'heure. Bon, c'est très difficile et très frustrant de présenter l'urbanisme méditerranéen en 2 ou 3 minutes. Quand on sait le nombre d'années, de siècles même, qu'il lui a fallu pour se concrétiser véritablement. Mais au-delà, je dirais, ce que je disais en préambule, c'est le génie du lieu. Ce qu'on ne remplacera jamais dans l'urbanisme méditerranéen, c'est le génie du lieu qui en fait sa particularité. Et son génie du lieu vient aussi des cultures différentes. Quelle est la différence entre, je veux dire, le gréco-romain et l'arabo-ottoman? C'est la différence, c'est de l'espace public, certes. Mais par contre, on a oublié complètement, même si on peut dire qu'aujourd'hui, l'urbanisme méditerranéen, c'est d'abord le gréco-romain, on a oublié, et il faudra, quand on parle de développement durable, revenir et regarder l'arabo-ottoman. Parce qu'eux, ils ont su construire et s'inscrire dans le paysage, ce que ne faisaient pas les gréco-romains. Les gréco-romains, c'était des soldats doublés de terrassiers maçons, donc c'était tabula rasa, alors que les arabo-ottomans se sont toujours inscrits dans la pente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'eau, encore plus aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la rive sud et la rive nord, nous avons 2 fois plus d'eau et nous consommons 2 fois plus d'eau. Et depuis la nuit des temps, ça a toujours été ça. Et l'arabo-ottoman a comme particularité de savoir très bien utiliser l'eau. L'eau en termes, je dirais, de vie, mais aussi de magnifier l'eau. Et puis, la Méditerranée, c'est pas que le bruit, c'est le rapport à la famille, l'importance de la famille, le rapport homme-femme, le rapport aussi privé-public, la façon de se positionner dans l'espace public. Et puis,
bien évidemment, il y a ce qui est imperceptible, c'est les odeurs qui sont exhalées par la chaleur, que ce soit par la végétation ou que ce soit par les marchés. Tous ces éléments-là sont des éléments importants et qui font justement ce génie du lieu et qu'il faut comprendre. Et j'ai bien aimé lorsque tout à l'heure j'ai entendu mon voisin parler justement de l'ombre et de la lumière. Ce sont des choses qui sont très importantes, qui sont inscrites en nous et qui sont des points très importants dans notre vécu de Méditerranéen. Monsieur Peter, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes strasbourgeois, votre agence est à Strasbourg, mais Oui. au regard du nord de l'Europe, pour nous, c'est Strasbourg. Non, mais peut-être que, effectivement, sous forme un peu de conclusion de ce débat, la Méditerranée a été quand même le berceau de la ville. Il faut le rappeler, et je pense que ce sera le modèle pour tout le monde encore très longtemps. Donc déjà, première chose. Presque le mot de la fin. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il y a eu plus récemment d'autres modèles. L'Europe du Nord en a développé un autre. Je pense que les États-Unis en ont développé d'autres. Donc c'est vrai que ce modèle-là, qui a été quand même pendant des siècles et des siècles le modèle dans lequel l'espace public était l'élément principal, il a été fortement malmené. Le coup de grâce est venu par l'automobile qui a éclaté complètement cette culture de la ville compacte, de la ville concentrée autour de l'espace public. Qu'est-ce que le durable va apporter à cette réalité? C'est ça qui est intéressant, c'est ça le challenge du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on voit bien que les excès qui ont été fortement liés aux mobilités, aux technologies, à l'énergie pratiquement très bon marché, ce sont des éléments qui aujourd'hui requestionnent le modèle de la ville explosée. Et du coup, effectivement, on se retourne, tiens, comment faisait-on à Alexandrie, comment faisait-on à Marseille il y a 1000 ans. Et au fond, on retrouve, et c'est ce qui me fascine finalement dans cette question du durable, on retrouve une forme de bon sens, quoi, qui a été celui des gens qui n'avaient ni l'énergie, ni la voiture, ni cette possibilité technologique de s'abstraire de tous les éléments naturels qui ont fait de l'urbanisme méditerranéen une forme de sagesse tournée autour de la vie collective. Parfait. Écoutez, merci. Je crois que c'est une belle conclusion. Il est 1h moins le quart. Il est temps pour chacun d'entre vous d'aller vous ressourcer, soit au soleil, soit à l'étage pour discuter entre vous. Non, mais rien n'est fait.